Coucou, bonjour Coucou. et bienvenue sur la chaîne Data qui est Chouette. une chaîne dédiée à la présentation de services data. Aujourd'hui, en compagnie de Eric et de Emmanuel, on déploie nos ailes pour survoler les annonces de Microsoft Ignite 2025. Et donc on va faire 2 épisodes. Donc dans un premier temps, on va parler là aujourd'hui des bases de données. On reviendra pour vous parler des annonces autour de Microsoft Fabric. Donc entre innovation cloud, intégration unifiée et intelligence artificielle appliquée à la gestion des données, Microsoft redéfinit son écosystème pour offrir une plateforme plus performante et plus simple à exploiter. Tandis que des nouvelles plumes technologiques voient le jour, Microsoft récompose son habitat data pour offrir aux professionnels une volière plus moderne et efficiente. On va découvrir ensemble l'annonce. Peut-être avant ça, Eric, tu vas nous parler de l'Ignite, de cet événement. Bien sûr, Romain. Bien, Ignite, c'est le plus gros événement de l'année pour Microsoft. C'est 17 000 personnes en physique, plus de 200 000 personnes qui sont connectées pour assister aux différentes sessions. Alors, il y a des centaines de sessions. Alors, une petite nouveauté cette année, c'est que la keynote a été animée par notre nouveau CEO, Judson, à la place de Satya. Et c'est sous le prisme vraiment de rendre la donnée plus significative par l'IA et les agents. On parle beaucoup d'IQ, vous verrez, dans les sessions, qui veut dire quotient intellectuel en français. C'est une façon de signifier que pour prendre des décisions intelligentes, il faut de la donnée, donc de la qualité et du contexte qui sont plus importants aujourd'hui que le volume. Donc, avant de rentrer dans les présentations, je voulais juste mentionner aussi quelque chose qui était un petit peu nouveau, qui est le partenariat qu'on a avec Anthropic. Et ce qui était une petite surprise, c'est qu'on a vu leur Chief Product Officer arriver sur scène, nous dévoiler leur stratégie. Maintenant, on va passer aux vraies annonces. Donc, Emmanuel, est-ce que tu peux peut-être introduire donc les grandes annonces qui ont été faites lors de cette première journée? Alors, il y a tout un tas d'annonces, effectivement, Eric. Des annonces, on parle de Horizon DB, Document DB, donc à la fois sur l'open source, à la fois aussi sur SQL par rapport donc au Edge. Donc il y en a sur le Edge, sur le Service Pass, sur le SaaS. Et l'idée, justement, on va un peu découper qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le Edge, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à tous nos Service Pass, et le SaaS avec bien sûr l'intégration avec Fabric et tout un tas de nouveautés entre les bases de données et Fabric et tout un tas d'interconnexions. On va commencer par le Edge et notamment les annonces autour de SQL Server 2025. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette nouveauté à périphérique ou on-premise? Tout à fait, Romain. Alors, cette nouveauté, il y a plusieurs nouveautés, Romain, effectivement, sur SQL 2025. En gros, on va pouvoir découper en 4 piliers les nouveautés. Une des choses importantes pour toute base de données, effectivement, c'est tout ce qui est sécurité et performance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a eu beaucoup d'améliorations de performance sur SQL 2025, avec notamment de l'intégration de l'IA pour faciliter la vie des DBA, trouver effectivement ou améliorer le développement des applications par rapport à cette performance. Et puis, effectivement, quand on regarde d'un point de vue sécurité, SQL est la base qui a eu le moins de failles de sécurité, le moins de problèmes. Alors, on n'est jamais à l'abri, mais ça, c'est assez important. Un des gros avantages, c'est la capacité effectivement d'avoir du Managed Identity, du Microsoft Entra ID directement. Ensuite, l'autre gros pilier, effectivement, c'est tout ce qui est application autour de l'AI, et tu as parlé des agents tout à l'heure, ou c'est Eric, je crois. Et aujourd'hui, beaucoup de bases, beaucoup de sociétés utilisent effectivement SQL. Comment je vais pouvoir récupérer toutes les données que j'ai déjà depuis des années et intégrer de l'AI au-dessus de ça? Donc pour ça, on a besoin effectivement d'avoir une capacité de faire du full text search, une capacité de faire tout ce qui est vectorisation. Et donc on a intégré toutes ces fonctionnalités comme la capacité par exemple d'avoir des float 16 en typique, d'avoir tout ce qui est recherche de similarité, donc tout ce qui est built-in AI, avec aussi la capacité d'avoir directement dans le SQL des modèles, donc ne pas avoir besoin d'appeler un modèle extérieur via une API, mais directement quelques modèles intégrés dans la base. L'autre chose, c'est pour les développeurs, avec deux grandes nouveautés, effectivement, la capacité de faire ce qu'on appelle le change event streaming, donc être capable d'écouter sur un stream pour intégrer mes données directement dans SQL. Donc ça, c'est annoncé en preview. L'autre chose, puisque aujourd'hui, de plus en plus de développeurs développent en Python, c'est enfin, on a un
connecteur Python direct. Donc, on a un SDK Python direct pour MS SQL Server. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Et puis, enfin, l'intégration avec Fabric. Alors, on le verra sur les d'autres bases de données. Mais une intégration où, même d'un SQL 2005 Server Edge, on va être capable de faire du mirroring dans Fabric. Et donc, dans Fabric, d'intégrer à la fois mes données qui sont sur mes bases cloud, mais aussi sur mes bases on-premise du SQL 2005. Donc, vraiment, quelque chose d'assez intéressant avec les 4 grands piliers, l'AI, tout ce qui est sécurité et performance qu'on améliore bien sûr à chaque version et à chaque nouveauté, et puis des énormes améliorations avec effectivement l'intégration VS Code, le change streaming, le Python et tout ce qui est autour de Azure et du cloud avec l'intégration avec Fabric pour le SaaS. On a fait un enregistrement précédemment sur les nouveautés côté SQL Server 2025, côté AI, alors qu'ils étaient en preview encore, n'hésitez pas à la regarder. Et puis moi, j'ai aussi noté le copilote dans SSMS. Ça, Ouais, c'est fabuleux. tout à fait, le copilote dans SSMS et VS Code qui te permet de développer, d'améliorer toutes tes requêtes, vraiment qui facilite la vie du développeur. Ok, Manu, donc on a parlé de la partie Edge, on peut peut-être faire un petit tour côté plateforme as a service. Donc Microsoft a enrichi son portefeuille de bases de données avec deux nouveautés majeures. Donc tu as Horizon DB et DocumentDB. L'idée directrice est d'offrir des services de cloud de dernière génération, tirant parti des standards open source, hein, et les plus populaires comme Postgre et MongoDB, tout en apportant des améliorations en termes de performance, de scalabilité, évidemment d'IA intégrée et de flexibilité dans le déploiement. Est-ce que tu peux faire un petit zoom, Emmanuel, sur ces grandes annonces et puis peut-être d'autres services passent? Alors, on va pas faire un petit zoom, on va faire un grand zoom parce qu'effectivement, il y a Volontiers. beaucoup de nouveautés sur le service Pass. Donc, effectivement, Eric, on y va et on va commencer par Postgres. Les annonces sur Postgres à Ignite, on en a plusieurs et comme j'ai dit plein, effectivement, c'est plein. Une nouvelle version, effectivement, vient d'être annoncée. Ça va être en preview. Ça s'appelle ce qu'on appelle le projet Horizon. On va détailler un petit peu plus ce projet-là, mais l'idée, c'est vraiment la performance et la résilience avec une scalabilité très très importante. Donc, pas être limité en nombre de réplicas, pas être limité et avoir la capacité aussi de faire du multi-write quelque part, et donc une énorme performance avec une rapidité de scaling. Et donc, c'est le projet Horizon. On viendra un petit peu plus en détail. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une version Postgres. Alors, vous savez, Postgres, c'est quelque chose de particularité. Postgres est majeur enfin cette année, puisque Postgres a 18 ans avec la version 18. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on vient de réaliser Postgres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous lancez un Azure Flexible Postgres, vous pouvez directement intégrer la version 18 de Postgres. Si on regarde par rapport à avant, la version 17, on avait mis 4-5 jours à l'avoir, la version 16, plutôt un mois ou deux. Donc là, directement, Postgres 18 vient de sortir, il est intégré directement dans Flexible. Ça, c'est assez intéressant. Ensuite, par rapport à l'existant, deux grandes choses importantes. La capacité, effectivement, d'utiliser des nouvelles versions de machines virtuelles avec la V6, la nouvelle génération, qui va permettre un gain de performance par rapport à la V5 à peu près de 20%. Donc ça, c'est assez important. L'intégration avec des nouveaux disques SSD V2 qui a été réalisée, et donc on va passer jusqu'à 80 000 IO par seconde, donc non négligeable. Et puis l'annonce en GA, donc en General Availability, d'Elastic Cluster, qui était en preview jusqu'à présent. Donc là, la capacité, en gros, c'est l'intégration de Citus directement dans Postgres, où je vais être capable effectivement de faire un Postgres multi-sharding avec des téraoctets de données possibles. Quelque part, c'est le successeur d'Azure Cosmos Postgres qui va se transformer en Elastic Cluster, qui est enfin GA avec aussi l'avantage des intégrations et des features que l'on a dans Azure Postgres Flexible. L'autre chose, c'est la partie effectivement productivité pour l'AI, donc une intégration avec AI Foundry, un MCP Server directement qu'on va pouvoir voir dans Foundry. D'ailleurs, si vous faites les sessions d'Ignite, il y a une très bonne session de AB, qui est le PM,
qui a fait ça avec même des Français qui l'ont aidé dans sa démo de CSA, donc assez intéressant. Et donc l'extension VS Code, qui elle va vous permettre de coder directement vos applications, de faire de l'optimisation aussi de code. On va être capable d'avoir ma requête optimisée moi pour qu'elle utilise le moins de choses. Donc tout ce qui est productivité IA, intégration aussi de l'IA directement à l'intérieur pour avoir des suggestions d'index ou ces choses-là. On a aussi, donc, par rapport aux développeurs, intégré des nouvelles extensions comme par exemple PGDuckDB qui permet de faire de l'analytics, l'intégration dans Azure Storage, l'extension Azure Storage de la capacité à lire du parquet, à faire du parquet directement, donc très intéressant. Et puis la grande nouveauté, on viendra un petit peu plus en détail, c'est effectivement directement intégré dans VS Code un outil qui va vous permettre de faire la migration d'Oracle vers Postgres. Pas parce que quand on veut faire une migration, OK, il y a la migration des données, ça on sait déjà le faire par exemple avec Azure Data Factory, mais ce qui est compliqué quand on migre d'un type de base à l'autre, c'est comment je migre mon schéma, comment je migre mon code et mes procédures stockées, etc. Et bien cet outil, en utilisant l'IA, va être capable effectivement de migrer des schémas, même migrer des applications. Si vous avez des applications en Java ou .NET, on va les migrer de code d'Oracle vers du code PostgreSQL et on va rentrer un petit peu plus en détail dans ça. Alors, parlons un peu d'Horizon. Donc effectivement, le projet Horizon, c'est une nouvelle architecture qu'on a mis en place, que l'architecture flexible avait un certain nombre de limites, notamment par rapport à de la très haute scalabilité ou du disaster recovery pour des entreprises, enfin pour certaines entreprises, on a certaines limites. Et donc là, c'est aller au-delà de ces limites, et c'est pour ça qu'on a le projet Horizon. Avec en gardant toujours à l'esprit pour notre philosophie Postgres, à la fois pour les développeurs et à la fois pour l'entreprise. Donc être ready for entreprise et faciliter la vie des développeurs, donc en intégrant tout ce qui est framework Argentic, tout ce qui est effectivement IDE avec VS Code pour directement le connecter. Et si on rentre un petit peu plus dans le détail, effectivement pour Horizon, l'idée c'est de dire je vais être capable de provisionner en moins de 30 secondes un nouveau réplica directement dans mon Postgres. Je vais avoir des latences les plus faibles possibles avec une écriture en moins d'une milliseconde, d'accord? Et tout ce qui va être failover, moins de 10 millisecondes. Une capacité d'avoir des nodes très grandes, avoir un storage par node 128 terabytes de données, pas limité à 5 réplicas, mais avoir jusqu'à 15 réplicas. Donc en gros, l'idée, c'est je vais avoir effectivement un primaire qui va écrire une zone résilience, séparation toujours entre mon compute et mon stockage, et avoir des RAID réplicas, mais jusqu'à 15 directement dans plusieurs availability zones. Donc, en cas de disaster recovery dans une zone d'une région, on n'aura pas de problème. Et toutes ces notions-là. Donc, c'est vraiment une nouvelle architecture. On va être ce qu'on appelle en get preview. Donc, si vous êtes intéressé, il faut faire une demande auprès de Microsoft pour avoir accès et pouvoir tester cette notion-là. On a déjà des clients qui le testent, qui l'ont testé, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de nouveau à horizon moyen terme pour avoir ça en GA. Donc c'est une base de données Postgre, managée, optimisée, et j'ai cru comprendre 3 fois plus rapide qu'une Postgre open source quand même. Tout à fait, c'est exact. Avec aussi toute l'intégration dans Azure, donc l'Entra ID, toutes tes backups de manière automatique, toutes ces notions-là directement. Emmanuel, tu m'as beaucoup intrigué tout à l'heure sur tout ce qui est migration d'applications Oracle vers Postgre. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'outillage? Et puis, je vais même compléter ma question puisque j'ai été confronté dans ma vie à tout ce qui était procédure PL/SQL. Donc, si tu peux m'en parler un petit peu, ça serait très bien. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu de la même génération et Oracle, on en a entendu parler en fond et aujourd'hui il y a encore beaucoup d'Oracle, c'est une très bonne base de données, très performante, etc. Elle coûte un peu cher, comme on sait, certains clients ne sont pas forcément contents et effectivement il y a de plus en plus de demandes de migration d'Oracle vers Postgres en général. Alors pourquoi? Parce que Postgres est assez proche et puis avec le système d'extension on est capable de faire plein de choses. Une des choses, c'est que jusqu'à présent, effectivement, migrer des données, ça c'est des choses qu'on savait faire d'une base à une autre. On a des services comme ADF. Par contre, quand on veut migrer notamment d'une base Oracle vers quelque chose qui est compliqué, c'est mon schéma.
D'accord, j'ai des types qui ne sont pas forcément dans les autres bases de données, l'ensemble de mes tables, mes relations, enfin, tout ce qui est vue, table, etc., etc. Donc, comment je vais pouvoir faciliter la migration du schéma sans avoir à forcément tout réécrire. Et quand j'ai 4000 tables, 5000 views, c'est très compliqué. Tu parles des PLSQL, donc ces fameuses procédures stockées qu'on a tous développées dans notre jeunesse il y a quelques années. Enfin, c'était hier, hein, Eric, n'est-ce pas? Absolument, oui, oui. On est toujours jeune, hein, Emmanuel. On est toujours jeune, voilà, tout ce qui est package, procédure, etc., bah, tout ce code, des fois on s'aperçoit quand on demande à des gens qui nous disent ouais, je vais migrer Oracle, ok, vous avez combien de procédures stockées? 1500. Réécrire 1500 procédures stockées à la main qui ont mis 10 ans ou 20 ans à être toutes complétées, écrites, ça peut prendre beaucoup de temps. Et puis, bah, une base de données, on n'utilise jamais une base de données pour une base de données, on a toujours une application qui se connecte à la base de données. Donc, effectivement, comment je peux migrer le code? Et donc là, ce qu'on sort, c'est avec effectivement, bah, notamment l'IA, toutes ces notions, dans VS Code, directement la capacité de faire des projets de migration qui vont aller le principe, hein, c'est dans l'extension VS Code, on est en public preview depuis aujourd'hui, on va être capable d'aller se connecter du coup à un Oracle, on va prendre la DDL d'Oracle, on va regarder quelles sont les tables, les views, on va regarder tout ce qui est code, procédure stockée, package, etc. Donc toute cette partie schéma migration, data code migration qui sont eux dans la base Oracle. Et on va être capable, via des modèles GPT-5 ou GPT-4, de réaliser cette migration. Alors, on va à la fois se connecter à Oracle, se connecter à un Postgres, et qu'est-ce qui va faire notre outil? Et c'est là où c'est assez intéressant. Il va finalement prendre la première table, dire, bah, si je dois la transformer effectivement pour un code Postgres, voilà le code Postgres à écrire, mais il va aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il va faire le test, c'est-à-dire qu'il va envoyer dans le Postgres la demande de création de la table, il va attendre que Postgres savoir si la table a été créée ou pas. Donc il va à la fois faire la migration du code et tester cette migration du code et être capable, avec un système autogène, de se dire ah bah la création s'est mal passée parce que finalement, ah mince, je me suis trompé sur le type, je vais réécrire le bon code pour faire la migration. Donc c'est un petit peu plus que juste dire voilà ce qu'il faudrait faire comme code et écrire dans le Postgres, c'est aussi le tester, l'intégrer directement, à la fois pour les tables et views, les procédures et les stockages. Il ne fera pas 100% peut-être de toute votre migration, ça va dépendre de votre complexité. Et là où il ne va pas y arriver, c'est-à-dire qu'il va essayer 2, 3, 4 fois, au bout d'un moment, il va vous dire, bah voilà, ça, j'ai pas réussi à le migrer, à toi de regarder. Donc, il va faire 90%, 95% du travail. Il restera peut-être plus que 5%, sur des cas simples, peut-être 100% directement. Et l'autre chose, c'est qu'on est capable de se connecter à un code applicatif, si le code applicatif est écrit en Java ou en .NET, et il va faire pareil, c'est-à-dire quand il va trouver dans le code applicatif des requêtes Oracle, avec des commandes Oracle, il va les migrer en Postgres et tester l'exécution. Donc pour l'instant, on a ça Ignite, on va rajouter d'ici 6 mois tout ce qui est aussi assessment, parce que ça c'est important, donc être capable de dire bah, par rapport à ta base Oracle actuelle, moi, la migration, je vais t'en migrer à peu près 90%. Vu le nombre de tables, vu la taille, il te faudra peut-être 3 mois, 6 mois, 100 jours hommes, 10 jours hommes, être capable d'avoir cet assessment via le Discovery. Les data migrations, aujourd'hui, on peut les faire avec effectivement du data factory, ces choses-là. Bah, c'est qu'on aille un petit peu plus loin directement dans l'outil, qu'ils construisent directement des packages data factory de migration directement. Et puis après, bah, il restera effectivement le performance tuning et la cloud application. Donc on va s'étendre un petit peu sur l'assessment, on va s'étendre sur la data migration pour la GA. Normalement, c'est prévu comme ça. Voilà. Et donc c'est un outil qui peut vraiment faciliter la vie. Il est intégré et gratuit, hein, c'est pas quelque chose qu'on paye en plus. Et on a notre Cloud Migration Factory qui va être capable, et ce qu'on appelle nos ninjas chez Microsoft, capable de vous aider à faire ça. Donc si vous avez vraiment l'envie de tester, n'hésitez pas, on est là pour vous accompagner. Et Emmanuel, du coup, ouais, effectivement, tu le dis, c'est un plugin de VS Code, donc c'est gratuit, mais j'ai cru comprendre quand même que c'était un agent, en fait, quelque part au bout, puisque tu as de l'IA. Donc, il va effectivement regarder ce qui se passe côté Oracle pour reproduire côté Postgre. Donc, ça suppose quand même avoir ce genre de service opéré dans Azure. Effectivement, on a besoin d'un modèle OpenAI dans Azure. Et donc, je me connecte à mon OpenAI directement et je lui dis, je vais utiliser mon modèle GPT-4, GPT-5. C'est ce qu'on utilise pour faire ça.
Donc oui, on voit bien la puissance des agents à l'œuvre dans le cadre effectivement d'une migration. Tout Et à on peut fait. imaginer tout ce que tu as dit effectivement en termes d'assessment et d'aide à la migration. Très intéressant. Merci, Emmanuel. Alors Emmanuel, tu es venu nous présenter sur DataChouette récemment Cosmos DB, un peu perdu avec le nom des nouveaux services qui changent. Aujourd'hui, on est Azure Document DB. Voilà, tout à fait. Alors, on en a déjà évoqué un petit peu, hein, je crois dans la vidéo, j'avais parlé du renommage possible de Cosmos DB MongoVecor en Azure Document DB. Ça a été fait, ça a été annoncé officiellement par nos PM effectivement hier. Donc Azure Cosmos DB for MongoVecor est renommé en Azure Document DB. Alors pourquoi? Parce que c'est un open standard, hein. On vous l'a dit, c'est effectivement au-dessus de Postgres des extensions. Et nous, on en a fait un service managé qu'on appelait jusqu'à présent Cosmos DB for MongoVecor. Maintenant, si vous allez dans le portail Azure, vous aurez pu effectivement MongoVecor, vous aurez Azure Document DB, donc toute notre documentation, elle est en cours de mettre en ça. L'idée, c'est on utilise donc, on implémente une Mongo API. Alors, pour vous donner une idée, on supporte la version 5, 6, 7, 8. On est capable, bientôt la version 9, on est à 98% de compatibilité pour les aggregation stage, parce qu'on ne fait pas effectivement le MapReduce, ça veut dire 100%. 100% sur les opérateurs d'update, de projection, de requêtage, donc vraiment avec toute l'intégration des avantages Azure et puis tout ce qui est enterprise feature. Alors après, dans DocumentDB, on a aussi rajouté des nouvelles features très intéressantes pour améliorer les performances. Et on a activé aussi, par exemple, les RI. Ça a été annoncé hier, donc la capacité, effectivement, sur une réservation sur un an ou sur 3 ans, d'avoir une réduction jusqu'à 60% du prix par rapport à du pay-as-you-go. Du SSDV2, on arrive jusqu'à 80 000 IO par seconde sans augmentation du prix au niveau du service. Donc vraiment, quelque chose d'assez intéressant avec l'intégration, effectivement, la haute dispo, la faute tolérance, tout ce qui est encryption, tout ce qui est intégration avec l'entrée ID. Et cette capacité surtout, parce que pourquoi c'était renommé en document DB? Parce que vous avez aussi la capacité de l'installer on-premise, de l'installer Oui, sur un c'est un moteur AWS. open source, Document DB. Voilà, sur un AWS, et surtout on a la capacité de faire de la réplication intercloud. Donc on a à la fois sorti notre service, mais on a aussi sorti, si vous allez sur documentdb.io, vous pouvez récupérer les packages et faire de la synchronisation entre un Azure Document DB et une VM qui aurait un Document DB. Donc vraiment, pas du tout de vendor locking. Vous pouvez le déployer anywhere et vous pouvez faire de la synchronisation multi-cloud. Donc vraiment très très intéressant avec un coût réduit, notamment par rapport à Mongo Atlas, qui est assez impressionnante. Emmanuel, notre base de données NoSQL, c'est quand même Cosmos DB. Puis je rappelle quand même que c'est la base de données qui est aussi utilisée par OpenAI. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui ont été annoncées? Alors oui, il y a effectivement plein de nouveautés. Alors c'est pas que OpenAI, le portail Azure, je le cite tout le temps. Euh, Enfin, tout ce qui est ChatGPT, même, pas OpenAI, la partie ChatGPT même interne. Donc effectivement, tout un tas aussi d'entreprises utilisent Cosmos DB. Oui, il y a beaucoup de choses, à la fois des nouveautés côté AI et à la fois des nouveautés vraiment internes au moteur. Faciliter la vie du développeur, donc extension VS Code, effectivement avec l'intégration Cosmos DB, être capable de générer le code, être capable de se connecter. Et tu vois, par exemple, il y a un de mes clients là qui avait des problèmes de performance. Il m'a envoyé un exemple de document. J'ai demandé via les VS Code, intègre-moi ça dans mon Cosmos, multiplie le nombre de documents par 10 000 et fais-moi le code d'intégration pour pouvoir tester et lui demander change tel paramètre et faire ses tests. Donc l'intégration VS Code facilite quand même vraiment la vie du développeur et intègre ça. L'autre chose, c'est que tout ce qui est, souvent quand on est en production, on a une capacité dans une base de données, et ce qu'on aimerait, c'est de faire de la ségrégation de capacité on va dire, type de requête. C'est-à-dire que je voudrais donner 80% de ma capacité pour faire des requêtes, et puis 20% pour faire des chargements, par exemple, pendant la journée, et puis le soir, être capable de dire, bah, j'ai un batch de nuit qui intègre, mais il y a peut-être des gens, effectivement, qui vont se connecter à l'autre bout de la Terre et faire des requêtes. Et même si le batch d'intégration sature, je voudrais laisser quand même un certain nombre de choses. Donc on va voir ce qu'on appelle la priority based execution. On va être capable de dire, quelque part,
même s'il y a un batch d'intégration en journée qui est assez urgent, on va laisser 30% des ressources pour faire de la lecture. Et donc ça, c'est très, très intéressant. L'autre chose, c'est dans Cosmos DB, on a eu à un moment donné la capacité de faire ce qu'on appelle du share throughput au niveau des bases de données. Alors ça peut paraître un peu barbare les termes que j'utilise, mais comment on peut faire du multi-tenant, parce qu'on en demande de plus en plus, soit des ISV ou même en interne au sein des entreprises. Aujourd'hui, on veut faire de la ségrégation de données. Et donc là, il fallait créer en gros une collection par client, etc. Comment je peux faire un pool effectivement de ressources que je vais pouvoir manager. On avait annoncé en preview il y a quelques mois ce qu'on appelle le Cosmos DB Fleet Management avec ce qu'on appelle le throughput pooling. Et bien ça, maintenant, ça y est, c'est GA. Et donc, on va pouvoir vraiment faire des applications multi-tenant, NoSQL, en utilisant Cosmos DB. On a aussi, puisque la clé de partition est la clé, hein, comme on dit toujours dans Cosmos DB, ça c'est notre grand adage. Et quand je me suis trompé, il faut que je fasse une copie vers un nouveau. Ça, alors on a deux choses par rapport à cette problématique de clé de partition. Si on a mal choisi la clé de partition, on va avoir ce qu'on avait des vues. On va être capable de créer sur une collection une vue en lecture seule avec une clé de partition différente. Donc si on a deux partages, c'est très intéressant. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle le online container copy. On l'avait pour l'instant offline. Donc, en gros, je copie un container je recopie un container avec une nouvelle clé de partition, des nouvelles choses, mais c'était offline. Là, ça va être online. Donc, on va être capable d'avoir sans interruption de service. Puis, beaucoup d'intégration, effectivement, sur l'IA. Alors, on avait déjà le full text search et le fuzzy search, mais pour l'anglais. Anglais et quelques autres langages, on a rajouté par exemple l'italien, on a rajouté le portugais. Voilà, donc on enrichit toutes nos fonctionnalités autour du full text search. On a pas mal amélioré ici la performance sur le vecteur index, c'est-à-dire qu'on va être capable à la fois de faire du vectoring et du partitioning des vecteurs, donc réduire quelque part sur ma recherche, la volumétrie de recherche, support du float 16 qui est un petit peu partout dans toutes les bases, hein. On en a parlé pour SQL, j'en parle aussi directement. Et puis sur DocumentDB, on avait la migration offline quand on était en RU vers du VCore, hein, on parle toujours de VCore. Là maintenant on a la online migration directement et la capacité offerte du disque autogros. Donc pour l'instant on choisissait notre disque, c'était à moi de dire je passe d'un 32 Tera à un 64 Tera ou d'un 4 Tera à un 8 Tera. Là on peut mettre en place ce qu'on appelle l'autogros directement au niveau du disque, par exemple dans DocumentDB. Donc ça c'est des choses assez intéressantes. On a aussi un certain nombre de previews, d'accord? Donc, l'Advanced Full Text Search dans DocumentDB, les nouveaux SSD 80 000 IO, ça j'en dis. MongoDB, la migration depuis une source MongoDB via VS Code pour faire la migration. L'index advisor dans DocumentDB, on a aujourd'hui un index advisor déjà dans Cosmos. Et dans Cosmos SQL, une chose très 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 intéressante et beaucoup demandée, ce qu'on appelle le dynamic data masking. D'accord, donc je ne verrai plus ton numéro de carte bleue, Eric. Tu pourras le mettre. Ouais, il n'y avait rien à piquer de toute façon, Emmanuel. Ouais, je sais. On parle beaucoup de Postgre, mais il y a aussi d'autres bases open source. Et je pense notamment à MySQL, qui est très à la mode aussi, notamment sur tout ce qui est site, Internet. Donc, est-ce qu'on a des nouveautés qui sont annoncées aussi à Ignite? Tout à fait, tout à fait. On a des nouveautés sur MySQL. Alors, assez rapidement, hein, effectivement, une des choses, ce qu'on intègre effectivement dans Postgres, on l'intègre aussi dans MySQL, comme notamment le backup à la demande. Hein, d'accord, donc je fais une mise à jour, etc. Je vais faire un backup juste avant la mise à jour. J'ai un backup automatique qui existe déjà, du point-in-time restore. Là, j'ai cette capacité-là. La chose pour moi qui me semble la plus intéressante, c'est effectivement la capacité d'intégration avec des Azure Functions. C'est-à-dire que MySQL, c'est faciliter la vie des développeurs. On fait un site web. Et comment je fais quand j'ai un update, un insert dans mon MySQL de déclencher automatiquement une fonction. Donc ça, c'est GA et ça, c'est intéressant. Et puis, on a toujours l'axe d'amélioration, effectivement, de la sécurité. Donc,
on est capable maintenant d'avoir un custom port pour la connexion et de changer finalement le port par défaut. Donc des choses assez intéressantes, mais oui, MySQL continue d'évoluer chez Microsoft, évolue beaucoup. On a la version 8, la version 9, on est capable de faire ça et on a des nouveautés qui arrivent à Ignite. Chose intéressante, hein, c'est que maintenant, en plus, le patron des bases Postgres est aussi le patron des bases MySQL chez Microsoft. C'est Charles, qui sera bientôt à Paris, d'ailleurs. Voilà, si des clients veulent le rencontrer, c'est possible. Super, ben merci pour ces explications. Donc on a vu le Edge, on a vu qu'il y a pas mal d'annonces sur le Pass. On va voir que le SaaS n'est pas en reste et que Microsoft Fabric évolue. C'est dorénavant une plateforme data complète, unifiée, qui prend en charge les charges de travail transactionnelles, puisque SQL Database est maintenant aussi disponible en JA à l'intérieur de Microsoft Fabric. Alors, il n'y a pas que SQL Database, il y a aussi Cosmos DB, qui est effectivement, on a la capacité dans Fabric directement d'avoir une base de données SQL, d'avoir une base de données Cosmos. Bientôt, Horizon DB, donc Postgres directement, et c'est Horizon DB, la nouvelle architecture qui va permettre ça, d'avoir directement intégré dans Fabric la base de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Fabric, je vais pouvoir déclarer une base SQL, faire mon développement et d'avoir juste une seule plateforme avec à la fois mon service Fabric et ma base de données. On a intégré SQL, on intègre Cosmos DB NoSQL, donc ça c'est en General Availability. L'autre chose importante surtout, en plus, c'est qu'aujourd'hui, que je sois en Postgres, que je sois en Cosmos, que je sois en SQL, je fais du mirroring dans Fabric. Et c'est GA, c'est automatique et c'est natif. Donc je lui dis dans Cosmos DB, Mirror to Fabric, il va dupliquer quelque part le stockage, optimiser pour Fabric et le mettre dans OneLake. Et ça, c'est assez intéressant, puisque après, effectivement, on a toutes ces notions-là. On a même aussi la connectivité aux données SAP avec le SAP Business Data Cloud BDC Connect, hein, qui va nous permettre un connecteur bidirectionnel, zéro copie entre SAP et Fabric. Donc ça va être plutôt intéressant. On se retrouve finalement avec une plateforme, un hub central pour finalement tout le patrimoine de données de l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment, pour les développeurs, c'est très très intéressant, hein, parce que je suis en SaaS, je démarre ma base de données directement et je pourrais dire, bah, je veux un Postgres, je veux un SQL, je veux un Cosmos. Et puis derrière, je vais faire du real time par rapport à ça, je vais faire de l'analytics, je veux intégrer mes données, je vais utiliser mon Data Factory. Et si je suis avec des bases plutôt en prod directement, je pourrais les répliquer dans OneLake. Donc, ce que je vais faire localement, bah, directement, je l'aurai. Par exemple, un Cosmos DB, quand on le crée, automatiquement, le Cosmos DB dans Fabric, on a le mirroring dans OneLake. Donc, on a à la fois la base opérationnelle et le mirroring dans OneLake pour pouvoir faire de l'analytique sur mon Cosmos DB qui est dans mon Fabric. Donc, ça, c'est très intéressant, effectivement. J'irais même plus loin, Emmanuel, c'est-à-dire que comme tu as le mirroring dans OneLake aujourd'hui, hein, alors effectivement, ça peut correspondre à des besoins analytiques. On positionne de plus en plus Fabric effectivement comme la source en fait des données structurées de l'entreprise pour tout ce qui est monde agentique. Donc toutes les données qui proviennent d'un Cosmos DB peuvent faire partie effectivement de cet univers agentique, que ce soit effectivement du structuré ou du semi-structuré, puisqu'on parle de Cosmos. Et puis, on verra plus tard l'intégration avec d'autres technologies, hein, et notamment Foundry pour tout ce qui est non structuré. Mais voilà, donc toute la donnée de l'entreprise, tout le patrimoine de l'entreprise peut être pris en considération quand on va développer des agents grâce à ces fonctionnalités de mirroring. On reviendra sur les nouveautés Fabric dans un autre enregistrement, donc on va s'arrêter là pour les nouveautés Fabric, mais on voit qu'il y a pas mal d'annonces autour des bases de données dans Ignite. Ça illustre une stratégie peut-être cohérente d'amener l'intelligence artificielle et la convergence des données, ben, que ce soit on Edge dans le Pass ou dans SaaS dans Fabric, pour répondre aux enjeux de nos clients. Tout à fait. Et donc, quand on regarde, bah, on s'aperçoit que Microsoft a vraiment un portfolio de database. Si vous êtes plutôt SQL Server, SQL 2025 ou Azure SQL, on s'aperçoit qu'on a maintenant les mêmes fonctionnalités dans les deux.
Vous voulez faire de l'open source, Postgres, MySQL, DocumentDB avec l'API Mongo, et puis vous voulez faire du NoSQL, Azure Cosmos DB, vraiment le panel complet. Je veux faire du NoSQL, j'ai de quoi. Je veux faire du open source, j'ai des services PaaS natifs. Je veux faire du Mongo, j'ai un service PaaS, Azure DocumentDB. Je veux faire de la base SQL, j'ai de l'Azure SQL, du SQL 2025. J'ai vraiment un portfolio complet avec tous les services possibles. Super, merci beaucoup messieurs. On a hâte de tester tout ça. Eric, on se retrouve bientôt pour parler de fabrique. Absolument, Romain. Et restez à l'écoute de la chaîne pour avoir toutes les nouveautés Ignite et notamment celles de Fabrique dans un prochain épisode. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt.